que là, ça fonctionne. Alors, là, ça fonctionne. Il faut juste que tu enlèves ta vidéo juste pour qu'on échange verbalement simplement. Et puis tant pis pour la vidéo. Je pense que Ok, ça aidera pour la connexion. donc je coupe la vidéo. C'est bon. Super. Ah, bon. Écoute, ça Comment va bien. vas-tu? J'ai passé un super week-end. Voilà, ça va bien. La semaine commence bien, à mon rythme. C'est cool. Je vais bien. Et toi? Super. Bah écoute, je vais bien aussi. J'ai passé un beau week-end aussi en nature. Donc ça fait toujours Mhm. très très plaisir. Génial. Merci d'accepter d'être avec moi aujourd'hui. Et bah, je vais te donner un peu le ton de cette Ouais, interview. Cette interview, oui, je l'ai intitulée euh, Réveiller sa lumière intérieure, le chemin de la femme médecine, parce que j'ai vraiment, je me suis prise de beaucoup de passion pour ce secteur en pleine expansion que je vois grandir aujourd'hui à la fois en France et un peu partout, qui a toujours été là, mais il y a vraiment un tournant qui est en train de se faire, je pense, et en particulier sur les accompagnements comme les tiens, qui sont certes pour entrepreneurs, mais aussi très holistiques. Et je voulais justement interroger une dizaine de femmes cet été pour leur poser des questions sur leur parcours, sur leur cheminement, puisque je pense que, comme on en a parlé ensemble, il y a un cheminement à faire avant d'être prêt à accompagner. Et il y a des étapes initiatiques, des, des, des défis finalement, et qui en fait sont transformés. Et donc je serais très curieuse d'entendre toi ton parcours. Et puis ensuite j'aurai d'autres questions à te poser sur évidemment tes accompagnements, les outils que tu utilises, l'évolution que tu as eu, que tu as pu vivre aussi sur ton parcours d'accompagnatrice. Et puis après on laissera la conversation aller là où elle doit aller. Comment ça Parfait, te ça me va ça? semble une très belle initiative de ta part. Et puis, moi, ce que j'ai observé aussi ces dernières années, c'est que, un peu dans l'élan du confinement, etc., il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'accompagnement. Et parfois, c'est des personnes qui n'avaient pas assez cheminé, je trouve. Et souvent, c'est des personnes qui ont eu de la difficulté dans leur lancement, etc., parce qu'en fait, c'est une posture qui nécessite une certaine maturité dans le parcours de vie, hein, peu importe l'âge qu'on a, mais et je crois qu'en effet, le parcours en amont, il est important pour pouvoir avoir une juste posture, en tout cas la posture la plus juste possible pour accompagner les personnes, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans l'ombre, qui vont être handicapantes pour le chemin d'accompagnement. Donc, je te remercie de ton initiative parce que je crois que c'est vraiment important, en effet. C'est presque le plus important, c'est le chemin avant qu'on traverse. Mmh. Et c'est important ce que tu dis, je pense, parce que le chemin, il a tellement de facettes et on pense parfois aller loin et en fait, on est rattrapé par ce qu'on n'a pas travaillé en fait. Et c'est assez fou que justement, tu abordes ce sujet. Et du coup, je t'invite à partager quelques mots sur ton parcours avant de devenir accompagnatrice et aussi ton pourquoi et ce qui t'a animé à créer cette activité, puisque c'est pas anodin non plus de choisir d'accompagner. Ça demande vraiment un, une posture, comme tu dis, et aussi un amour de l'humain qui est très. Ça a une certaine façon de s'élancer aussi dans ces espaces-là. Et donc, voilà, je t'invite à partager ce que tu as partagé sur le sujet, sur ce Merci parcours Victoria. en Alors amont. je trouve toujours super complexe de résumer tout un parcours de vie. Moi, je suis devenue accompagnante à 32-33 ans, donc ce qu'on appelle en astrologie un peu la fin du retour de Saturne. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après la trentaine. Donc avant, donc si je me connecte à moi, enfant, j'étais quand même un être très très libre dans mes souvenirs et j'avais déjà un regard assez critique sur la façon dont on pouvait élever les enfants,
voilà, j'avais un regard assez très très jeune, je crois à 2-3 ans, je voyais déjà pour moi les choses qui étaient dysfonctionnantes dans le monde ou dans mon cercle familial, etc. Et puis bah après, comme beaucoup d'enfants, je suis un peu rentrée dans le moule de l'école. Moi, j'adorais apprendre, donc en fait, j'étais très contente d'être à l'école aussi, de rencontrer d'autres personnes, etc. Mais je me suis coupée un peu de cette conscience, je pense, et puis de ma connexion à la nature. Et j'ai ensuite fait des études de sciences politiques et des études de droit qui m'ont amenée à la profession d'avocate d'affaires. Donc, avocate d'affaires, les gens se disent toujours qu'il y avait beaucoup de plaidoiries, etc. Mais moi, c'était vraiment un métier de conseil. Et ce que j'aimais dans ce métier, c'était d'accompagner des aventures entrepreneuriales. Moi, j'intervenais principalement à la base, en tout cas dans mes premières années, en private equity. Donc, c'était toujours des sociétés qui n'étaient pas cotées, c'était des sociétés qui étaient en plein développement et qui avaient besoin de fonds pour se développer ou de structuration ou de compétences. Et c'était un métier aussi très challengeant intellectuellement, très stimulant. Donc voilà, ça nourrissait ma soif d'apprendre et de grandir. Et en même temps, c'était un métier qui, en apparence, pouvait permettre d'avoir une certaine liberté parce qu'on est censé être libéral, mais en réalité, c'est un métier plein de contraintes et où, comme il n'y a pas le droit du travail, il y a quand même aussi une certaine soumission professionnelle qui était très difficile à vivre pour moi. Et surtout une exigence de disponibilité horaire qui était complètement dingue. Enfin, moi, ça pouvait m'arriver de ne pas dormir la nuit, rentrer juste chez moi pour me doucher, enchaîner 2 jours d'affilée. Ça pouvait m'arriver de dormir que 3-4 heures par nuit, plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines d'affilée. Donc voilà, ce que je savais dès le début, c'est que c'était quelque chose que j'étais OK de faire quelques années, mais que je me suis jamais vue à long terme dans cette profession. Et j'ai pas du tout vu venir la suite, l'autre vie professionnelle. Ça s'est fait dans le temps. Moi, je crois que ce qui a marqué beaucoup ma vie, c'est 3 choses. Donc, le décès de ma mère quand j'avais 25 ans, juste avant que je débute ma carrière d'avocate, d'une longue maladie, d'un long cancer du sein. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, etc. C'est quelque chose auquel je m'étais pas bien préparée. Donc ça a marqué le début d'un chemin thérapeutique qui m'a beaucoup aidée à commencer à mettre de la conscience en douceur sur les choses. Et puis ensuite, au moment de mes 30 ans, donc à 29 ans, j'ai fait un burn-out dans ma vie d'avocate à Paris. Donc ça a été très très fort. C'était un burn-out qui venait juste après une rupture amoureuse très douloureuse, où il y avait beaucoup de dépendance affective, de toxicité. Et ça m'a mis... j'étais vraiment... je pense quasiment détruite en fait dans le cadre de cette relation. Il y avait beaucoup de manipulation, etc. Donc ça a été très dur pour moi de remonter et j'ai pris, je pense, le travail comme moyen de m'échapper et donc ça m'a amené au burn-out. Et donc ça a été un grand rappel de revenir à moi. J'avais déjà commencé le chemin thérapeutique, donc là j'ai vraiment continué une grande reconnexion à mon enfant intérieur, me souvenir c'était quoi mes rêves d'enfant, etc. Et puis j'ai quand même pris un dernier job d'avocate à Lyon. Et très rapidement, j'ai senti que ça me conviendrait plus, que la façon dont ça fonctionnait dans ce cabinet, ça me conviendrait pas. Et donc là, j'ai réalisé que, en fait, il allait y avoir autre chose, mais que je ne saurais pas quoi. Et à l'époque, je pratiquais déjà beaucoup de yoga. C'était mon outil pilier pour gérer mon stress, mon anxiété, mon niveau de vitalité dans le cadre de ma vie, quoi. Et je le transmettais déjà beaucoup. Et donc voilà, au fur et à mesure des mois, il y a eu le yoga. À Lyon, j'ai été accompagnée par une personne qui était thérapeute et coach et ça m'a donné des ailes, ça a été incroyable. Donc j'ai eu l'idée aussi de l'élan de me former au coaching. L'aromathérapie, ça m'a beaucoup aidée, etc. Et dans cette période-là, il y a eu un peu un déclic où, au moment de Noël, les médecins m'ont diagnostiqué un papillomavirus très agressif qu'il fallait opérer dans les jours qui viennent d'après eux. Et ça a vraiment été avec mon passif, une mère qui était décédée d'un cancer, etc., en lien avec le féminin aussi. Ça a été un grand déclic de me dire, OK, en fait, là, admettons que je décède dans 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? La réponse, c'était vraiment pas la vie que j'avais à ce moment-là. Et donc ça m'a incité à mettre les bouchées doubles et explorer davantage, notamment avec le chamanisme, à me faire beaucoup plus accompagner en thérapie, etc., pour aller voir ce qui se passait dans cette zone gynécologique, parce que quasiment toute cette période de vie entre mes 25 et mes 32-33 ans, j'avais beaucoup de problèmes gynécologiques. Et donc, vraiment un appel de reconnexion au féminin, de reconnexion aussi au transgénérationnel. Donc, voilà. Pour moi, ça a été tout ce chemin-là de transgénérationnel, thérapie, chamanisme, coaching et de reconnexion
connexion au corps avec le yoga et la danse qui m'a amenée à construire ensuite une, une activité en fait où je pouvais mêler tout ça. Moi, je m'ennuierais totalement si je transmettais d'amener ma patte dans toutes les choses que je propose. Et donc voilà, ensuite à 32, 33 ans, j'ai lancé mon activité. Ça va faire quasiment 5 ans maintenant que c'est lancé. Et les choses évoluent, ça se transforme tous les mois. Et aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs avec cette connexion au chamanisme et au corps. Parce que pour moi, c'est hyper important quand on est entrepreneur de rester dans l'équilibre, de se souvenir qu'on est soutenu aussi par d'autres plans que juste soi en tant que chef d'entreprise. Et puis en même temps d'amener de la structuration, de la stratégie pour que les choses soient fluides. Voilà. Ça me fait vibrer l'histoire que tu me racontes. Tu veux pas savoir. Je suis émue, mais c'est très très touchant ce que tu me partages et vraiment très touchée aussi par ce que tu partages sur la guérison du transgénérationnel, la guérison de la yoni. C'est un thème euh, et on y va par couche, par étape, comme tu l'as dit, si justement on peut pas faire tout d'un coup en fait. C'est un chemin graduel et surtout avant d'accompagner, il y a vraiment ce travail vraiment de... Tu Oui, m'entends? ça Ça coupe un coupe? petit peu, mais là, c'est revenu. Ah zut. Ah là 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 là. Bah écoute, tiens, dis-moi si à un moment c'est intenable, je peux aller me mettre dans un café à côté, on sera tranquille, il n'y a pas de souci, il y a une solution. Donc on trouvera une solution si c'est intenable. Là, Tu me le là, dis? ça fonctionne bien pour l'instant. Ok, super. Donc merci, très touchée. Et du coup, sur ce parcours, où, en fait, je vais le dire avec finalement le titre finalement de cette série d'interviews, réveiller sa lumière intérieure, mais finalement il y avait aussi cette descente dans ton corps presque, puisque tu me dis il y a eu ce processus de voilà thérapeutique, on allait chercher, puiser, un peu voir les réponses, guérir à quel point ces émotions étaient somatisées finalement. Et comment est-ce que tu as euh, sublimé ça? Comment est-ce que tu l'as transformé en fait? Parce que moi je reste un peu sur ma fin, je me dis waouh, il y a eu tout ce processus thérapeutique, tu as lancé ton activité, mais qu'est-ce qui t'a vraiment qu'est-ce qui l'a vraiment transformé? Est-ce que ça a été finalement d'accompagner les gens et de les guider vers la guérison, eux aussi, parce que toi, tu t'es guidé vers cette guérison? Ou est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un temps que tu as pris pour toi? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tout ça, tu le transformes? Parce que c'est quand même quelque chose de fort à transformer, quoi. Merci. Alors, c'est une question qui est pas facile à répondre. Je crois qu'il y avait une personne, un astrologue védique, qui m'avait dit que de par un ascendant dans l'astrologie védique que j'avais, il y avait vraiment un éveil spirituel à un moment de ma vie autour de mes 29-30 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, quand même, jusqu'à mes 30 ans, j'étais assez en déconnexion de la sphère spirituelle, voire même en rejet. Ça me faisait très, très peur, en fait. Tout ce qui était connexion à l'âme, etc. J'en avais très peur et je pense que ça s'est fait progressivement avec le yoga, avec la thérapie et avec le chamanisme où en fait voilà j'ai vécu des expériences chamaniques tellement fortes qui m'ont invité à accepter qu'en fait ben oui en fait le chemin que j'avais à faire c'était de comprendre qu'on avait une âme, etc. Et que j'étais connectée toujours dans l'invisible à mes ancêtres, aux personnes qui avaient fait le grand passage comme on dit. Et ça a été un grand changement pour moi, d'accepter une grande dimension spirituelle de ma vie, de l'assumer. Mm. Et puis aussi, je crois que je suis quelqu'un d'assez généreux. Et donc, quand j'apprends quelque chose, je sens l'élan de le partager. Je vois pas trop l'intérêt de vivre un chemin spirituel ou même un chemin de guérison ou même un chemin thérapeutique, peu importe le type de chemin. Mais je vois pas trop l'intérêt de le vivre si c'est pour le garder pour soi. Je comprends pas trop. Donc pour moi, c'est une évidence de devoir le partager. Donc, je me souviens qu'à l'époque, je le partageais à mes amis, à mes compagnons. Enfin, voilà. Ma famille, c'était pas forcément très, très ouvert. Donc, ça s'est fait étape par étape. Mais voilà, pour moi, c'est évident. Donc, je l'ai d'abord partagé.
Et puis ensuite, j'ai préparé ma reconversion en me faisant accompagner. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai été accompagnée en coaching par plusieurs personnes, etc. Et puis j'ai décidé de quitter mon métier d'avocate. Donc moi, il faut savoir que nous, quand on est avocat, en général, il n'y a pas le chômage. Hein. Donc c'était vraiment un long process de préparation pour me dire, ok, j'ai suffisamment d'argent de côté, je me sens à l'aise, je me sens en confiance. Et puis moi, je voulais un temps de pause entre vraiment le lancement pur de mon activité et le départ du cabinet parce que je sentais que j'avais un besoin de reconnexion à moi, de reprogrammation aussi de ma posture, parce que c'est pas du tout la même d'être le collaborateur de quelqu'un comme moi j'étais quand j'étais avocate et d'être son propre chef d'entreprise. Je trouve que ça nécessite une introspection en amont pour savoir vraiment ce qu'on veut, qui demande beaucoup de temps et de solitude. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'était une évidence. Donc, quand j'ai démissionné en août 2019, j'ai ensuite pris 6 mois off où j'ai beaucoup voyagé et je me suis formée, où j'ai terminé des formations, etc., en yoga, en gardienne de cercle de femmes, enfin plein de choses. Et c'est ensuite, bon, donc à ce moment-là, j'avais prévu de rentrer en France et puis on a été confinés. Donc j'ai eu aussi un temps dans le cadre du confinement de, de concrétisation plus précise de ce que je voulais proposer. Et puis voilà, tout de suite en juin 2020, j'ai lancé mes activités, sachant que j'avais déjà en fait lancé pas mal de choses. En 2019, j'avais lancé tous mes réseaux sociaux, j'avais donné des ateliers, j'avais déjà une communauté autour du yoga à Lyon. Même en voyage, j'enseignais toujours le yoga. Donc voilà, j'ai jamais arrêté de transmettre la médecine que je savais déjà que je voulais transmettre, que ce soit avec le yoga, l'aromathérapie, une forme de coaching, parce que j'avais déjà des personnes qui me contactaient pour le coaching avant même que je commence ma formation. Mais voilà, j'ai jamais arrêté. J'ai juste pris un temps pour infuser davantage la posture, me former avec justesse et pas enchaîner les choses comme on peut avoir tendance à faire parfois. Enfin, il y a peut-être pour certaines personnes c'est juste, mais pour moi, voilà, j'avais besoin de ce temps d'infusion. Et voilà. C'est fort ce que tu dis aussi sur laisser infuser. Je trouve que c'est fort parce que je pense qu'il y a vraiment cette pression en fait quand on lance quelque chose dans l'entrepreneuriat qui peut parfois paraître en paradoxal avec le processus même de celui de devenir accompagnateur. Tu vois? Je sais pas si ça te parle quand je dis ça. Donc il y a vraiment une préparation qui, je pense beaucoup de gens sont en train de vivre aujourd'hui dans ces reconversions, beaucoup de gens dans le médical qui se dirigent vers ces métiers, beaucoup de personnes en quête de sens dans leur activité et qui se dirigent vers ces métiers. Et je pense que c'est un message vraiment important à passer. Donc vraiment merci. Et du coup, quand tu as designé ton offre, ce que tu voulais partager, comme tu l'appelles, ta médecine, j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, parce que je vois ces méthodes comme de la médecine également. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi certains outils plus que d'autres et comment aujourd'hui est-ce que si par exemple quelqu'un voudrait se faire coacher par toi, pas forcément pour créer une activité dans le bien-être, mais pour grandir en fait, pour évoluer. Généralement, quels profils viennent te voir et comment est-ce que toi aujourd'hui tu as designé en fait ce voyage d'accompagnement? Et qu'est-ce qui te fait plaisir en fait et du bien quand tu le fais aussi? C'est ça qui m'intéresse. Mais après, on va aller plus loin. Mais Merci beaucoup pour cette question. Donc moi, quand j'accompagne en individuel, c'est vrai que en général, à 90 ou à 95%, c'est des femmes. J'ai accompagné 2 hommes, je crois, depuis le début de mon activité seulement. En général, c'est des femmes. Alors, j'ai quand même eu vraiment des tranches d'âge hyper différentes et j'ai adoré. Il y a des personnes qui sont venues se faire accompagner avec moi qui ont seulement 25 ans et j'ai trouvé ça extraordinaire quoi à cet âge-là d'avoir cette volonté de se choisir et de se construire, etc. Mais en gros, c'est plutôt quand même des femmes entre 30 et 50 ans. Et pour la plupart, c'est aussi des femmes qui ont un chemin. Alors, c'est souvent multidimensionnel, mais il y a un talent à révéler. Alors, il n'y a pas forcément. Souvent, il y a une reconversion professionnelle, mais pas toujours. Parfois, c'est juste des gens qui sont OK de rester dans la voie professionnelle dans laquelle ils ont, mais en fait, ils ont aussi des dons spirituels qui se révèlent pendant l'accompagnement. Et en fait, le chemin, c'est surtout un chemin d'amour de soi parce que quand on marche, en fait, cette démarche de reconversion professionnelle que j'ai beaucoup accompagnée jusqu'à récemment,
c'est beaucoup se rendre compte que peut-être à un moment on s'est pas écouté, qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, donc se remettre au centre de sa vie, se libérer du regard des autres ou de la pression peut-être d'un conjoint ou des collègues, etc. Et prendre le temps, parce que moi je dis toujours aux gens qui s'engagent dans ces accompagnements que c'est sur un temps long. En général, moi j'accompagne les gens sur 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc c'est pas des choses super rapides, 3 mois, 4 mois. Je laisse le temps à la transformation de se faire, de reconnexion à l'âme, de reconnexion à les talents et à ce qu'on veut partager à un instant T de sa vie, et donc un chemin d'amour de soi. Et pour moi, c'est la fondation de tout, c'est la capacité qu'on a à s'écouter, c'est la capacité qu'on a à se servir soi d'abord, c'est la capacité qu'on a à poser ses limites. Et tout ça, c'est pour moi ce à soi et d'arrêter d'être dans des postures de sauveur ou de sacrifice, etc. Pour revenir à un espace où on est vraiment souverain, libre et dans l'amour de soi et guidé par l'amour. Et donc, dans ces accompagnements, j'utilise bien sûr le coaching avec des outils très différents de reprogrammation issus des neurosciences, avec des outils aussi plus quantiques pour éventuellement de la reprogrammation. J'utilise aussi depuis l'an dernier tout ce qui est lecture d'aura ou lecture d'âme. Donc, en fait, c'est recevoir des informations médiumniques pour la personne, souvent en début d'accompagnement pour nous permettre d'aller droit au but. Et puis, j'utilise bien sûr le yoga, beaucoup l'aromathérapie. Il y a souvent 1 ou 2 huiles qui accompagnent les personnes pendant leur chemin. Et ça, c'est super important pour moi parce que ça fait une ressource pour les gens en dehors des séances pour continuer en fait un chemin qui est chamanique pour moi. En fait, les huiles essentielles, c'est voilà comment je me connecte à une plante et je reçois la médecine de cette plante et son message énergétique dans mon corps. Donc, il y a souvent aussi un grand nettoyage émotionnel à faire. Et souvent, les gens viennent aussi avec, j'observe un deuil à faire, soit un deuil amoureux, soit un deuil d'une personne de la famille. Et donc, moi, ça me parle parce que c'est aussi un chemin que j'ai marché. Et donc, voilà, pour moi, il y a vraiment tout un chemin de libération émotionnelle. Et puis, à côté de ça, j'utilise des choses plus somatiques, bien sûr, le yoga, la danse, le shaking. Et puis, j'utilise aussi beaucoup un soin maya, qui est un soin donc plutôt d'origine mexicaine, qui s'appelle le soin Rebosso et qui se passe en présentiel et où en fait pendant environ une demi-journée, on vient fermer une page, ouvrir une autre page de vie. Donc c'est vraiment un soin de métamorphose, c'est comme si on enlevait une peau de serpent. Et donc voilà, souvent c'est sur option cet outil du soin Rebosso pour les gens qui sont accompagnés par moi, mais je peux que le recommander parce que j'ai tellement vu à quel point il y a un avant et un après qui renforce le travail de coaching ou d'accompagnement thérapeutique, parce que dans ma posture d'accompagnante, c'est vraiment une posture de coaching thérapeutique que j'utilise. Merci. C'est très beau de voir comment tu arrives à la fois puiser dans ton parcours personnel et en même temps à créer finalement un service qui est customisé, mais qui est vraiment à l'écoute des besoins de tes clients et qui fait ce pont finalement entre les sagesses anciennes et la psychologie moderne. Et je pense que c'est ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui dans ce que je vois dans le monde de l'accompagnement, c'est qu'il y a vraiment des femmes comme toi qui sont porteuses de ce tournant qui est en train de se passer et où on s'ouvre vraiment à ces sagesses qu'on a un peu que la médecine moderne a un peu mis de côté et on arrive à faire ce pont en fait et je trouve ça passionnant et c'est vraiment beau de voir ça. Et du coup, est-ce que tu customises vraiment en fonction des personnes ou alors tu as une base qui est l'accompagnement en lui-même, mais il y a quand même des options, comme tu as dit, avec le soin Rebosso, des possibilités de présentiel. Comment est-ce que tu calibres ça? Est-ce que c'est intuitif ou tu Alors, c'est vrai t'adaptes? que c'est toujours du Comment est-ce que sur-mesure. Pour moi, je me souviens dans ma formation de coaching, on avait reçu un peu une trame d'accompagnement et je comprends que ce soit nécessaire peut-être au tout début. Mais je me souviens quand, pendant ce module-là, j'étais là, non, mais c'est pas du tout possible. Pour moi, on peut pas plaquer une trame sur quelqu'un. Donc, bien sûr, il y a un chemin. Il y a une discussion, en fait, déjà avant de s'engager avec la personne pour voir si moi je suis la bonne personne, si elle est la bonne personne pour que je puisse l'aider. Et puis, où est-ce qu'elle veut aller? Quelles sont ses problématiques? S'il y a des personnes qui ont trop d'anxiété ou qui ont besoin d'un chemin beaucoup plus thérapeutique, souvent j'ai tendance à les recommander en amont et de leur dire peut-être tu pourras venir me voir ensuite.
parce que voilà, je trouve qu'il faut reconnaître les espaces dans lesquels on peut pas accompagner les gens. Moi, je trouve que quand les gens ont un trop grand niveau d'anxiété ou un trop gros niveau de traumatisme, le vrai chemin de Ouais. coaching, il va être plus compliqué. Donc voilà, souvent ça peut m'arriver de dire ça aux Mm. gens. Et puis sinon, bah, au moment de cet appel, on construit une offre sur mesure. Moi, j'ai un minimum de séances sur lequel je, je ne vais pas en dessous parce que je trouve que sinon on s'arrête au milieu de l'autoroute. Donc je dis ça aux gens. Ensuite, les gens ils peuvent rallonger voilà, d'autant de séances plus ou moins qu'ils veulent. Et puis on construit un accompagnement en fonction de ce que la personne veut avec toujours les mêmes outils. Et puis, les premières séances sont toujours les mêmes avec un espace d'ouverture énergétique, les dernières séances aussi. Il y a souvent des exercices ou des étapes qui peuvent revenir, mais c'est quand même vraiment du sur-mesure parce que j'aime aussi mettre les gens dans une forme de posture de souveraineté. Et je leur dis, la veille de la séance ou au moment de la séance, en fait, qu'est-ce qui te semble important de traiter en ce moment pour toi? Parce que justement, un accompagnement, c'est un espace énergétique qui s'ouvre et la vie va venir challenger la personne pendant cet accompagnement. Et donc, pour moi, c'est un peu comme une danse avec la vie. On a défini une trame ensemble. Moi, j'ai une feuille de route dans ma tête en fonction des problématiques. Les gens qui viennent me voir, c'est plutôt pour une reconversion, si c'est plus pour une démarche d'amour de soi, etc. J'ai des feuilles de route plus ou moins types dans ma tête, mais je danse avec ce qui vient dans la vie de la personne, comment la personne se sent. Et souvent, c'est à ce moment-là que les émotions se libèrent. Parce que si on a quelque chose de trop cadré, il n'y a pas l'espace pour laisser la personne me partager qu'en fait, elle a jamais fait le deuil de son père et qu'elle a envie d'en pleurer tous les matins, tu vois. Même si ça n'a pas de rapport avec un chemin ou en apparence, ça n'a pas de rapport avec un chemin de création d'entreprise ou de reconversion professionnelle. Alors qu'en fait, c'est intrinsèquement lié. Donc moi, voilà, c'est une danse entre le yin et le yang, la structure qu'on ouvre, parce que pour moi, c'est fondamental d'avoir un cadre très, très important. Je pose le cadre toujours en début d'accompagnement et je peux aussi être amenée à le rappeler en début de séance. Euh, et on danse ensuite ensemble. Et les gens ont aussi accès à moi en dehors des séances pour échanger s'il y a besoin, parce que c'est important pour moi aussi de pouvoir soutenir la personne quand c'est nécessaire entre les séances. Je suis suspendue à tes lèvres, Anaïs, en fait. Je suis sur prise de conscience après prise de conscience et c'est tellement agréable, en fait, de voir. Parce que malheureusement, sur ma route, j'ai croisé des accompagnatrices, auteurs, qui n'avaient pas l'approche que tu viens de décrire et c'est exactement ce que j'ai pu observer. J'ai vraiment pu observer à quel point, dans ces espaces, personnellement, lorsque je faisais mon travail, je me sentais pas libre, en fait, d'exprimer, de libérer les émotions qui étaient enfouies au moins à ces moments-là. Et c'était très difficile parce que le cadrage faisait que je peux pas. L'émotion, elle est libre, elle danse. Donc, s'il y a un cadre trop restrictif, les personnes peuvent se sentir presque oppressées finalement. Enfin, c'est en tout cas le vécu que j'ai eu Ouais, je te personnellement dans ces remercie. espaces. Moi, ce que je dis Et toujours aux gens, c'est même écrit dans mon contrat de coaching, je dis aux gens, bien sûr que ton intention principale, c'est si tu vois, dans tel domaine de vie ou dans tel domaine de vie, souvent c'est professionnel. Mais si tu veux me parler de ta relation à ta grand-mère, de ta sexualité, de la relation à l'argent, etc., en fait, il n'y a pas de limite parce que pour moi, on ne peut pas cloisonner. Et j'irai même plus loin. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment un mix entre de l'énergétique, du coaching et de la thérapie. Et pour moi, ces trois outils, ils devraient être tout le temps ensemble. Pour moi, ça fait pas de sens de séparer le mais coaching, la thérapie évidemment, et l'énergétique. Ça fait aucun sens. mais évidemment, et je te remercie parce que c'est exactement ce que je vois émerger aujourd'hui et je vois tellement de praticiennes qui sont extraordinaires et qui s'empêchent de libérer l'énergétique dans les espaces qu'elles ouvrent. Voilà, par exemple, sophrologues ou des masseuses qui ont ces dons, mais qui ont peur de les libérer. Et comme elles n'ont pas fait l'étape encore de création d'entreprise, etc., bon, elles sont dans des espaces où ces dons-là, elles ne peuvent pas trop peut-être les exprimer. D'où je pense le challenge pour les femmes qui sont sur le chemin et qui, comme toi, tu vois, vont créer ces entreprises. Il y a un challenge aussi là d'émancipation, en fait, je pense, des femmes médecine où tu te dis, waouh, on est en train de faire le pont entre tous ces outils et il ne faut plus avoir peur. Et il faut, en fait,
faut laisser ces nouveaux systèmes librement s'exprimer. Tant qu'il y a pas de mal qui est perpétué, je ne vois pas le problème en fait. Tant que ça fait du bien et qu'il y a de la lumière et que les personnes ressortent et qu'elles vont mieux, voilà, de toute façon, Oui, oui, est-ce ça que me ça te parle. parle ce que Je je crois dis que ou les gens, pas? ils sont freinés par un syndrome de bon élève, par un syndrome de l'imposteur. Moi, ça a été une évidence pour moi enfin, c'est assez naturel quand je reçois une formation de me demander comment je vais l'intégrer à mon énergie. Je reproduis jamais exactement ce qui m'est transmis. Et même je vois, donc moi, les méthodes énergétiques que j'utilise depuis un an, en fait, je les ai créées moi-même. Et récemment, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même faire une petite formation pour confirmer ces techniques. Et en fait, j'ai rien appris à la formation à part un cadre, tu vois. Et donc, c'est toujours utile. Moi, j'adore les cadres, etc. Donc, on peut dire que pour ça m'a aidé. Mais sur le fond de ce que je transmets et de ce que je reçois, j'ai même constaté que moi, je vais plus loin, en fait, dans ce que je fais, tu vois. Donc c'est pas facile parce que ça va à l'inverse de ce qu'on nous a appris dans la société, tu vois, d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et de pouvoir faire un travail en lien avec son diplôme, etc. Alors que là, moi, voilà, dans ma façon dont je crée les accompagnements, bien sûr, en fait, il y a des formations, etc. Mais aujourd'hui, j'en suis à un stade où je dois transcender ça, en fait, et je dois créer quelque chose, et c'est déjà le cas, hein, je dois créer quelque chose qui n'existe pas encore, en fait, tu vois. Non, mais tu touches exactement à deux points que je trouve essentiels pour toutes les femmes qui sont justement en train de lancer leur activité d'accompagnement et de déployer leurs dons. C'est premièrement se faire confiance et deuxièmement d'accepter la dimension visionnaire sur ce chemin. Parce qu'il y a comme tu le dis, des choses qui ne sont pas encore nées, qui sont en train de naître à travers nous, à travers ces femmes qui sont en train d'être au service. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes accompagnateurs aussi extraordinaires. Moi, j'ai pas eu la chance encore de me faire accompagner par un homme et j'aimerais un jour que ça soit le cas, hein, mais pour le moment, c'était surtout des femmes. Et c'est vraiment d'accepter cette dimension visionnaire. Et je pense que t'écouter, ça me fait tellement du bien parce que je me dis, mais waouh, en fait, il y a vraiment des personnes qui se permettent. Et d'ailleurs, je suis aussi dans cette mouvance et c'est pour ça que je crée cette série d'interviews. Et c'est vraiment de rassurer les femmes qui sont sur ce chemin, vous n'êtes pas seules, et de se dire, waouh, il y a vraiment de nouveaux systèmes qui sont en train d'être créés, et de se contraindre de se dire, je suis juste masseuse, je suis juste sophrologue. C'est compliqué à un moment. Alors, on peut s'aider les unes avec les autres aussi. C'est des checks, tu vois. Moi, je sais que là, cette série d'interviews, j'apprends tellement. En t'écoutant, j'ai l'impression d'avoir des reflets, mais on est là aussi pour se souvenir. Et là, il y a le principe de sororité qui émerge. Et j'adorerais en parler avec toi aussi parce que ça a l'air d'être une partie importante sur ton chemin. Je Oui. lance le sujet parce que il est Oui, important merci. aussi. Pour moi, la sororité, ça a toujours été, je crois, quand même quelque chose d'assez simple, dans le sens où je me suis toujours sentie très proche de mes amies femmes, etc. J'ai jamais eu ce truc de me sentir en concurrence, ou tu vois, ça fait pas partie de mon. Enfin, c'est un prisme que j'ai jamais exploré, voire même que j'ai pas toujours compris, tu vois. Mais voilà, chacun son chemin, etc. Et ce qui, moi, a été un grand, grand switch dans mon chemin de guérison et qui contribuait aussi à guérir en fait cette zone gynécologique, c'était de m'autoriser à libérer la parole dans des espaces sacrés, dans des espaces sécurisés et sécurisants, à travers les cercles de parole et aussi les cercles de chant entre femmes. Et donc, expérimenter des cercles de femmes, je crois que les premiers que j'ai expérimentés, c'est ceux en lien avec la bénédiction de l'utérus de Miranda Gray. Et puis ensuite, voilà, des cercles de parole, des cercles de chant, des cercles de chant intuitifs, et je savais, quand j'ai expérimenté ces espaces, que je les transmettrais. Et pour moi, c'est des espaces à la fois très, très simples, mais d'une profondeur inouïe. Et tout le monde ne les guide pas de la même façon. Moi aussi, la façon dont je les guide a évolué. J'aime mettre du somatique, donc du corps et de la parole dans ces espaces. Mais pour moi, les cercles de parole où on laisse sans attendre de réponse, sans être dans une écoute qui vient conseiller, etc. Donc, qui est une écoute à l'inverse presque du coaching. Hein. C'est vraiment une écoute. J'écoute seulement ce que la personne partage dans le cercle et je ne réponds pas et juste j'accueille. Et c'est très rare dans notre quotidien d'avoir des personnes autour de nous qui nous laissent cet espace où on dépose ce qu'on a à déposer et ça s'arrête là. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça.
et voilà, c'est des espaces vraiment que je trouve magnifiques, qui nécessitent aussi un cadre, hein, parce que si c'est pas bien cadré, c'est pas, voilà, on peut pas aller dans la profondeur de cette parole. Mais pour moi, ça a été vraiment, vraiment profond. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui me disent que juste en venant à mes cercles de femmes, tu vois, sans faire d'accompagnement, même sans faire de retraite, et ben ça a marqué un grand, grand changement dans leur vie en fait, parce qu'on va tellement profond à l'intérieur de soi, de ce qu'on n'ose pas dire aux gens autour de nous, en fait, c'est un espace où on ne peut pas porter un masque, c'est plus possible, tu vois. Il y a une telle exigence de vérité énergétique qu'on se dépouille. Et je crois que c'est ça aussi qui fait une libération au plan gynécologique, hein, parce que l'utérus est vraiment relié à la gorge. Et même quand on regarde des planches anatomiques, c'est quasiment similaire, l'anatomie de l'utérus et l'anatomie de la gorge. Et donc, il y a une vraie libération qui se fait aussi et une vraie guérison qui se fait sur les deux plans, en fait. Mmh. C'est tellement beau ce que tu dis et ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Sur mon chemin, le chant a joué un rôle très important et il a fait partie justement intégrante de l'éveil de ma yoni et aussi de ma féminité et de comprendre aussi à quel point mon corps offrait un feedback direct sur l'alignement de mes choix avec mon essence et mon âme en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on nous transmet, c'est pas quelque chose qu'on transmet en général. Et le rôle justement des chamans et des accompagnateurs, des thérapeutes, c'est de permettre aux autres de retrouver cet alignement. Et c'est justement un travail qui est merveilleux et je pense qu'il est encore incompris. Aujourd'hui, je pense, dans certains cercles de la société française qui pourraient s'y intéresser. Et ça, c'est justement cette mouvance qui, moi, me dit, mais waouh, il y a vraiment des choses à transmettre qui ne sont pas transmises à l'école et qui, aujourd'hui, commencent à s'éveiller et à être transmises par le biais de personnes comme toi, par le biais d'autres femmes que j'interviewerai. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Ça te parle ce que je dis je suis tellement. Il y a tellement de points où j'ai envie d'aller plus profond. Mais, Oui, oui, ça me parle beaucoup. Après, ouais. je rêve et je sais que ça existe presque déjà, hein, des modèles aussi d'éducation scolaire qui ouvrent ces espaces et qui peut-être en proposeront, tu vois, dans les années à venir, parce que pour moi, ça fait partie des grands chantiers aussi qu'on a à vivre, en tout cas en Occident, tu vois, c'est de transformer ça. Euh, mais c'est toujours assez étrange pour moi, tu vois, quand je regarde ma vie et cette espèce de on-off qui a eu lieu au moment de tu vois, au moment de la trentaine, c'est toujours curieux pour moi de me dire que ben c'est le cas. Hein, je suis vraiment quand même, je me sens, tu vois, gardienne de la terre, je me sens gardienne de sagesse ancestrale. Et mais comme tout le monde, je crois, tu vois, j'ai animé une conférence devant 100 personnes, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours, et j'ai dit ça aux gens. Je leur ai dit si vous êtes là, c'est que vous êtes gardiens de la terre tous. Et donc, on a aussi un devoir d'écoute de la nature, tu vois. Bien sûr, on peut recevoir des messages et du soutien de la nature, mais on a aussi un devoir d'écoute, de connexion à tous les mondes, y compris le monde invisible, etc. Et je crois que c'est le cas plus ou moins de tout le monde. Peut-être que certaines personnes sont plus censées amener à transmettre ces espaces et ces messages, et d'autres personnes ont d'autres fonctions parce qu'elles ont d'autres talents, etc. Et c'est OK. Mais je crois que si on est sur Terre là, aujourd'hui, en 2023, on est tous amenés à marcher un chemin de conscience, qu'on le veuille ou non, en fait, hein, parce que les vibrations et le phénomène d'ascension planétaire que l'on vit, même si ça résonne pas pour tout le monde, pour moi, c'est une évidence, en fait. Et donc, si on est là sur Terre, c'est qu'on est OK de grandir en conscience. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai pu observer aussi pour le solstice, les énergies étaient tellement fortes et ça m'a amené si tu veux, à prendre vraiment un virement de bord et de me dire, mais en fait, il y a des vieilles énergies. Si tu t'accroches à elles, si tu essayes de rester dedans, tu te feras mal, en fait. Et le processus d'ascension, il est inévitable parce que de toute façon, c'est comme si, en fait, les vieilles parties de toi disaient, bon, là, c'est plus possible, on ne peut plus rester là, quoi. Donc, en termes plus lambda, on dirait, bah, c'est la crise de la trentaine, de la cinquantaine. C'est comme ça que certaines personnes le décrivent. Après, il y a l'approche spirituelle qui dit que, bon, il y a aussi
ce processus d'ouverture du cœur spirituel, d'ouverture de la conscience, de se rendre compte qu'en fait, il y a certains schémas toxiques, que ce soit dans nos relations aux autres, dans notre relation à nous-mêmes, ne peuvent plus rester. Sinon, en fait, il y a une forme d'autodestruction qui se met en place. Et je pense même que l'écologie euh, que tu prônes d'ailleurs dans tes accompagnements intérieurs, c'est une écologie extérieure aussi avec la nature. Les deux sont liés. Enfin, Ouais, je te ça te parle quand je remercie. dis ça? C'est pas du tout politiquement correct, mais de plus en plus, je, je, je comprends de moins en moins les mouvements écologistes un peu radicaux, tu vois, même si à un moment j'ai compris et j'étais aussi inquiète, mais je crois que c'est une forme de se laisser manipuler par les médias, etc. Parce que pour moi, et c'est ce que j'ai vécu, si tu acceptes de marcher ton chemin de conscience, c'est automatique que tu respectes la nature et les animaux, etc. en fait, et que tu mets en place un mode de vie qui va avec. Et donc pour moi, c'est pas l'inverse. C'est pas je mets en place un chemin où je me stresse parce que bon, j'achète plus du tout de bouteilles en plastique, mais si jamais je dois le faire, je me sens pas une culpabilité qui dure 200 ans, tu vois. Alors qu'à un moment de ma vie, ça a pu être le cas. À un moment de ma vie, je me disais, mais plus jamais je prendrai l'avion. Comment je vais faire si je veux aller en Inde, je vais y aller en vélo, etc. Alors qu'à un moment, j'ai réuni les choses et j'étais là, en fait, ok, je suis pas là non plus pour être dans la bonne élève de l'écologie. Et en fait, je choisis que ce que je suis venue faire, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin d'élévation de mon âme. Et c'est ça qui est plus important. Et tout le reste va s'aligner. Et aujourd'hui, j'ai un style de vie qui est forcément assez dans le respect de l'environnement parce que ma conscience ne me permet pas de faire autrement. Mais c'est d'abord la conscience qui a fait ce chemin et c'est pas venu d'un espace de peur et de culpabilité. On est d'accord. Et quand les choses viennent de la peur et de la culpabilité, il y a de la peur et de la culpabilité qui se répètent, mais Exactement, sous une autre forme. exactement. Donc voilà, pour tous les gens qui se sentent Et si, écolo-anxieux, et vous si pouvez recevoir ce message et vous détendre. on est d'accord, merci. Alors là, c'était vraiment le coup magistral. C'est vraiment waouh, quoi. On peut pas dire mieux. C'est vraiment là, boum. Non, mais c'est fou ce que tu dis. Ça me fait penser à moi. J'ai une image quand tu parles de moi qui vois des gens aller au McDo et je me dis, mais je comprends pas pourquoi les gens vont au McDo. En fait, c'est même vibratoirement, je ne peux pas. En fait, je me sens mal. J'ai mal au ventre quand je suis dans le magasin. Il y a un moment, je pense tu ressens les. Il y a aussi, je pense que beaucoup de personnes ont peur d'ouvrir leur sensibilité. Et moi, moi de même. Je sais pas comment ça a été sur ton chemin, et tu me diras après avec grand plaisir. C'est vraiment ce truc de cette sensibilité. On en a peur, mais c'est un compas extraordinaire. Et surtout, quand ça touche à l'écologie aussi et à nos gestes au quotidien, c'est une sensibilité qu'on éveille dans notre chemin de guérison et qui nous permet de faire des choix qui sont plus en respect avec le tout, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une incohérence de parler de mouvement écologique, de parler de mouvement sociétal, sans parler de cet éveil, en fait, sans parler du travail que tu mènes, toi, dans tes accompagnements et de l'importance que c'est. C'est pour ça que là, si je peux faire 20, 30, 40 interviews, on a besoin d'entendre des personnes comme toi. Moi, voilà, je suis vraiment, c'est vraiment mon positionnement et avec beaucoup de peur qui me prenait quand je suis retournée en France, quand avant j'étais à Bali. J'avais beaucoup de peur. Je me disais, mais est-ce que je m'exprime sur ça? Parce qu'il y a de la peur aussi autour de, est-ce qu'on parle de ça, tout ça? Mais c'est un fait. Enfin, dans mon univers, c'est un fait. Oui, et puis j'ai Donc, confiance que les gens qui parce que entendront ça, ben ils le prendront, tu vois, enfin que tout sera juste, quoi, tu vois. J'ai confiance que ce sera juste pour les gens et les gens ont le droit de pas être d'accord. Hein. Moi, je dis toujours ça dans tous mes accompagnements et ah ben oui, donc les gens ont le droit de pas être d'accord. Donc voilà, c'est ok. c'est ok. Mais évidemment que c'est ok et on vit tous un peu nos réalités à notre façon, mais il y a quand même quelque chose qui nous unit et voilà, de fort. Alors, on va continuer. On a bien, moi je trouve qu'on a, waouh, tout ce que je voulais te poser comme question, on l'a abordé vraiment, même plus loin que moi ce que je pensais. Je voulais te poser une question sur ton parcours, tu l'as fait, sur ton processus de guérison, tu l'as fait, sur tes outils, tu l'as fait, les personnes que tu accompagnes, tu l'as fait aussi. Mais maintenant, du coup, c'est plus ta vision vers l'avenir. Euh, Comment est-ce que tu te projettes aujourd'hui avec ton entreprise? Donc, ça fait 5 ans qu'elle existe quand même, c'est merveilleux. Donc, ça fait 5 ans que tu accompagnes ces personnes, que tu es sur ton chemin de vie, que tu es dans ton dharma.
Et maintenant, quelle est ta vision pour l'avenir? Est-ce que tu vas accompagner un autre profil de personnes? Comment est-ce que ça va se passer pour toi? Comment est-ce que tu vois les choses venir Euh, intuitivement? Ou peut-être Bah, pas, c'est hein. drôle parce que moi, je me connecte régulièrement à ma vision, mais là, je suis aussi dans un moment justement d'affinage, de redéfinition. Mais ça a toujours été assez clair pour moi que mes activités, c'est du en ligne et du présentiel. Donc, j'essaie toujours de garder ça. Même si là, tu vois, j'ai déménagé récemment, bah, il y a quand même des espaces en présentiel que j'ouvre dans l'année, voilà, sous forme de retraite, sous forme d'atelier, etc. Euh, et le choix que j'ai fait cette année, en début d'année, c'est d'accompagner maintenant principalement les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs dans la relation d'aide qui souhaitent développer leurs activités, soit des personnes qui viennent juste de se lancer, soit des personnes qui sont déjà lancées et qui ont un challenge de transformation de leurs activités. Donc voilà, mon programme phare, c'est The Shamanic Business Academy, où on amène du business, de la stratégie et en même temps cette vision énergétique en fait d'une activité professionnelle, d'une vocation. Et c'est un espace aussi où il y a du groupe et de l'individuel, parce que pour moi, les deux sont importants. Et j'amène dedans à la fois une vision somatique, donc l'intégration de tout ce qui est apport de la théorie polyvagale sur le système nerveux, mais aussi le human design, pour que chacun se sente aligné en fait avec son mode énergétique, son mode d'emploi énergétique, parce que on peut aussi dans l'entrepreneuriat facilement tomber dans la comparaison. Et moi, comme je connais maintenant la plupart des gens que j'admire, je connais leur human design, bah voilà, je peux me dire, bah en fait, moi, voilà, je suis pas calibrée pareil, ça sert à rien que je me compare, c'est complètement ok, voilà, voilà. Donc, je trouve que le human design, c'est bien. Et puis, j'amène du coaching et de la stratégie business parce que pour moi, les deux sont importants. J'ai été accompagnée par pas mal de femmes qui étaient très dans le yin, dans leur business. Et moi, mon constat des dernières années, c'est qu'il y a besoin aussi de yang. Donc, moi, j'apporte un accompagnement avec les deux, avec ce coaching et énergétique, avec de la stratégie et du mentorat business, etc. Voilà. Et puis sur le plus long terme, D'accord. j'aimerais aussi continuer de pouvoir proposer des espaces accessibles à tous. Donc, tu vois, peut-être écrire des livres, écrire un oracle, euh, ouvrir des programmes de transmission spirituelle ouverts à tous, tu vois, pour délivrer des enseignements plus en lien avec la conscience. Mais voilà, ça se fera, je pense, peut-être pas cette année, tu vois, mais dans les années à venir. Et puis, j'aimerais aussi transmettre prochainement, je pense, peut-être début 2024, un programme d'accompagnement pour les personnes qui veulent guider des cercles et des retraites, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et pour moi, la médecine du cercle, c'est la base de tout, tu vois. Même si j'adore l'individuel, il y a une puissance dans le cercle qui est tellement forte. Donc, c'est aussi une médecine que je voudrais transmettre avec tout le cadre et le soin que je mets dans le cadre de ces espaces, parce que pour moi, s'il n'y a pas de cadre, il ne peut pas y avoir de sécurité et il ne peut pas y avoir de transformation dans un espace de cercle de parole ou d'immersion. Ou voilà. Hmm, hmm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est la limite justement du digital. Il y a des choses extraordinaires qu'on ouvre avec le digital et en même temps, quand on s'assoit les uns avec les autres dans la présence, ça surpasse beaucoup de Ouais, choses tout aussi. à fait. On touche. Ouais, c'est très puissant. Waouh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter maintenant que nous arrivons vers la fin de notre interview? Non, juste si les personnes se sentent appelées parce que je partage, j'ai un podcast au cœur des possibles qui est disponible sur toutes les plateformes où ils peuvent écouter à la fois mes partages solo et des interviews de personnes inspirantes, un peu comme sous le format que toi tu fais. Pour moi, c'est important aussi je me sens aussi créatrice de liens. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, je t'ai rencontré toi, et puis ensuite j'ai rencontré une galaxie de personnes grâce à toi. Et donc pour moi, c'est aussi important. Ça fait partie de rendre hommage aux personnes qui ont été importantes pour moi sur mon chemin, qui m'ont inspirée. Et pour moi, on ne peut pas créer ces chemins de souveraineté seul. On a besoin d'exemples, on a besoin d'inspiration, sans que les gens deviennent des gourous ou tu vois, sans qu'on leur donne notre pouvoir. Mais on a besoin de voir que des gens ont marché le chemin avant nous. Et donc pour moi, le podcast, c'est aussi une façon de faire ça. Et ces interviews qu'on partage, tu vois, et que toi, tu vas guider là tout l'été, c'est aussi un chemin de faire ça, c'est de voir à quel point il y a des personnes qui m'ont donné juste en les écoutant comme ça, et à quel point moi aussi je peux redonner en partageant mon parcours et que ça puisse peut-être inspirer des gens à marcher leur chemin avec le cœur, tu vois, en écoutant l'énergie d'amour en eux. Hmm.
Parfait. Merci beaucoup Anaïs pour cette belle note finale. Euh, voilà, bah, c'était donc la première interview de la série Réveillez votre lumière intérieure, le chemin de la femme médecine, avec Anaïs Levrèche. Et donc une belle série qui va poursuivre hein, sur juillet et août 2023. Toutes des femmes françaises, avant de lancer peut-être des séries également dans le monde anglophone que je côtoie beaucoup. Et n'hésitez pas donc à rester connecté, à voir sur cette plateforme Victoria Sacara Rose. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également. Merci, Merci beaucoup Victoria. Anaïs, c'était vraiment un plaisir. Et, et voilà, magnifique la lumière que tu portes en toi et ce que tu partages, ce que tu as le courage de partager. Et vraiment, c'était un plaisir d'entendre ton histoire. Et au plaisir aussi de rester en contact, puisque je pense que il y a certaines choses que tu offres qui sont en résonance avec moi aussi, ce que je facilite en tant que coach. Et je suis toujours ouverte aux échanges. Et donc, on se Avec recroisera joie, très certainement. Victoria. Et puis, je te souhaite bah, de t'éclater dans cette interview. Moi, c'est aussi un exercice que j'adore. Donc, voilà, je te souhaite un bel été inspiré avec ces personnes et dans la consolidation de cette posture d'accompagnante que tu as déjà depuis plusieurs années, mais qui, je pense, atteint un nouveau palier avec l'outil du coaching. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et merci pour tout. Et je garde un œil ouvert sur toutes tes évolutions et tes magnifiques offres et toutes tes Merci beaucoup, créations. Victoria. À bientôt. À bientôt, ciao.